Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la chaîne Trading Masters. C'est le premier, donc soyez indulgents, tout est un peu nouveau pour moi, donc ça va du micro à la durée, j'ai aucune idée combien de temps cet épisode va durer, à 10 minutes près, comment gérer si j'ai un blanc, donc je suis ouvert à tous vos feedbacks pour m'améliorer, mais restez sympa pour que ça s'arrête pas à la fin du premier épisode. Alors de quoi est-ce qu'on va parler sur cette chaîne ? On va parler trading et d'investissement aussi, principalement sur actions et dérivés actions. Mais ça peut déborder sur d'autres actifs. On va parler analyse fondamentale, analyse technique, value, growth investing, trading haute fréquence, ETFs, hedge funds. Donc en gros un peu tout. On va essayer de balayer un peu tout l'univers d'investissement pour en retirer le meilleur. Donc pour les premiers épisodes, je vais parler des plus grands investisseurs qui ont marqué les 100 dernières années. Parce que je crois vraiment qu'on peut apprendre beaucoup des top gérants ou traders qui nous ont précédés. Alors bien sûr, il y a des petits jeunes qui vont penser que c'est trop vieux, que maintenant les choses ont changé, qu'on est dans une ère nouvelle. Oui et non. Je pense réellement que c'est super important de comprendre les bases quand vous voulez être bon dans un domaine. Je sais par exemple que si vous voulez être un excellent architecte ou peintre, c'est toujours bien de savoir ce qu'ont fait les pionniers dans le domaine. Je dis pas de remonter jusqu'aux pyramides, mais avoir des bases solides, ça sert toujours. Et encore plus sur les marchés, parce que ça fait maintenant 9 ans qu'on a un marché haussier de dingue. Donc autant vous dire que quand ça va aller au tapis, et ça arrivera un jour, le marché fera le tri tout seul entre ceux qui auront encore des repères, des réflexes, et ceux qui ne comprendront rien à ce qui se passe et qui feront tout ce qu'il faut pas faire. Il y en a aussi qui diront que s'il suffisait de faire comme Warren Buffett pour gagner de l'argent, parce que Warren Buffett c'est une des personnes qu'on va étudier, je pense au 3e épisode, tout le monde le ferait, etc. Vous le verrez quand on parlera de Benjamin Graham et de Buffett, que finalement peu de gens sont assez disciplinés pour faire du value investing, car ça demande d'être à contre-courant des modes et de croire en son approche. C'est sûr qu'il y a des trucs qui sont un peu dépassés dans ce qu'on va voir, surtout dans les premiers épisodes où on va voir ceux qui ont commencé il y a plusieurs dizaines d'années. Mais la plupart des idées fondamentales restent intactes. Et quand on comprend plus ce qui se passe, et ça arrive régulièrement sur les marchés, c'est super important de se raccrocher à des principes de trading de base. Maintenant, je vais vous dire ce que je vais pas faire. Ce que je vais pas faire, c'est faire comme certains youtubeurs de 22 ans qui se filment avec 4 écrans, qui jouent avec un logiciel d'analyse technique pour montrer 2 ou 3 patterns sur leur graphique et essayent de deviner le cours du lendemain. Alors, j'ai absolument rien contre les youtubeurs de 22 ans et je suis un gros consommateur de contenu dans l'ensemble, donc je regarde pas mal. Mais en trading, à 22 ans, et il y en a même, c'est 20 ou 18 sur YouTube, on n'a aucun recul. Et c'est pas avec les années de hausse récentes, comme je disais un peu plus tôt, qu'on peut se dire un grand trader. Ce qui me choque le plus, c'est que la plupart vendent des formations, voire même ont des écoles de trading. Et pour moi, leur business model est basé sur un mensonge, qui est qu'on peut vivre du trading en tant que particulier assez facilement après 15 heures de formation vidéo. Et je défie tous ces youtubeurs de me prouver qu'ils gagnent plus d'argent en trading qu'avec ces formations, parce que la réalité, c'est qu'ils gagnent, je pense, 80% de leurs revenus avec ces fameuses formations et avec l'argent qu'ils font globalement sur YouTube et sur le contenu qu'ils vendent. Je parle même pas de ceux qui expliquent le trading sur crypto. En fait, ce sont juste des gars qui ont acheté un actif qui a fait x10 ou x100 en quelques mois et qui croient avoir tout compris. Et là, on est encore un cran en dessous des traders dont je parlais plus tôt et qui vendent des formations. Et puis on pourra parler un peu plus tard des cryptos. C'est vrai qu'en général, pour un investisseur avec un background financier comme moi, les cryptos c'est un peu contre-intuitif en termes d'assets, surtout quand on réfléchit à ce qu'on détient réellement. Mais bon, on en parlera potentiellement plus tard.
Bon, j'avoue, j'ai un peu critiqué pour le moment, mais je vais me présenter un petit peu avant d'attaquer le cœur du sujet. Donc j'ai 41 ans. Au départ, rien ne me prédestinait à faire du trading, hein. J'ai passé un bac scientifique à Lyon. Et je voulais à l'époque passer le concours de Saint-Cyr, donc l'école militaire, pour devenir officier dans l'armée. Bon, pas la peine de me taper dessus, hein, c'était mon trip à l'époque. Et pour préparer le concours, il y avait 3 voies. Une voie prépa littéraire, une voie prépa scientifique et fac d'économie. Donc j'ai regardé un peu les stats du concours et la troisième voie, avait l'air beaucoup plus facile, donc la fac d'éco. Donc je me suis retrouvé en fac d'économie à Lyon. Et là, à ma grande surprise, j'ai tout de suite accroché. Macroéconomie, micro, marché financier, économétrie, stats, etc. Bon, c'était mon truc. Et comme on n'est jamais aussi bon que quand on aime ce qu'on fait, donc j'ai été major de promo chaque année. Bon, on était quand même 400 au départ, hein, jusqu'au master. Master de banque et finance à Lyon aussi, donc j'adorais ça. Mais les premières années, je restais quand même sur mon objectif du concours de Saint-Cyr. À nouveau, hein, c'était mon truc, et j'étais un peu cerveau un peu brainwashé, mais voilà, j'étais à fond là-dessus et je devais passer le concours à la fin de la 2e année. Et là, juste avant le concours, je vois que j'ai la possibilité de faire mon année de licence à Montréal. Et sur dossier, les frais étaient payés. Donc je me dis, bah cool, super opportunité, Canada, Québec, ça va être sympa. Je pourrais toujours passer le concours de Saint-Cyr avec un an plus tard, à la fin de ma licence. Donc je pars pour Montréal, je vous passe les détails, mais en fait pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'à Montréal à l'époque, donc quand je dis à l'époque, hein, je pense que c'était en 97, il y avait encore une petite bourse à la criée pour les options et futurs. Donc je crois que c'est tout passé en électronique évidemment quelques années plus tard, mais à l'époque on pouvait regarder ce qui se passait sur le pit. Donc le pit c'est la corbeille, hein, c'est là où tous les traders se rencontrent et à l'aide de signes et à la voix bien sûr se transmettent les ordres. Et donc c'était ouvert au public. En fait il y avait une grande vitre qui permettait de regarder un peu au milieu, voilà, tous ces traders en action, ça gueulait, etc. Donc hyper motivant. Et donc là, j'y vais et coup de foudre, j'ai adoré. Et à ce moment-là, c'est vraiment le jour, hein, c'est ce jour-là que l'armée, le côté officier, Saint-Cyr, etc. Tout ce que je voulais faire, ça a disparu. Et là, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était faire du trading. Et à force de passer du temps là, en discutant notamment avec un des traders, il m'apprend un petit peu les gestes, voilà, les quantités, le prix, etc. Et je comprends un peu mieux ce qui se passe sur le pit. Et je commence à m'intéresser pas mal aux options, au futur, à tous les dérivés. C'est vrai que quand on démarre, surtout avec un background un petit peu scientifique, voilà, c'est le côté le plus sexy et c'est le plus sympa. Puis on a l'impression de savoir des choses que les gens ne savent pas, quoi. Donc de retour en France, l'année suivante, hein, à la fin de ma licence, j'ouvre un petit compte titre et j'achète des varans. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça plus sexy que les actions. Les varans, ça reste des options malgré tout, même si c'est différent des options standards. Et puis j'avais l'impression d'être un vrai trader option. Je regarde le carnet d'ordre, j'essaie de comprendre comment marche l'automate de market making qui est derrière, comment varie le prix du varan en fonction du sous-jacent, etc. Donc c'était super sympa. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, je veux dire, c'était l'âge de pierre en termes d'accès, déjà de passage d'ordre sur Internet. Je vous laisse passer, enfin ces années-là, hein, c'était quand même avant, on n'était même pas en 2000, hein, donc je vous laisse imaginer la connexion Internet, les coûts des transactions pour des particuliers, c'était dément comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, les coûts que vous avez sont très compétitifs, hein, même par rapport aux professionnels. La marge est pas si grande que ça. Enfin, si elle l'est, mais en tant que particulier, c'est quand même possible de faire de l'argent. À l'époque, c'était dément. Donc je poursuis mes études et je fais mon premier stage. Premier stage chez Odo Securities, qui est en fait un broker français, et c'était principalement sur les small caps.
Donc moi, petit Lyonnais, déjà je passe les entretiens à Paris et je me souviens clairement de l'entretien. Alors bien sûr, on voit de loin la salle des marchés, on est impressionné. Et puis ce qui m'avait marqué, c'est que donc je devais voir une broker qui allait devenir ma maître de stage. Un peu plus tard et déjà elle peut pas venir tout de suite, c'est l'ouverture de New York, elle est au téléphone avec New York. Alors là, ça y est, c'est reboosté fois 10 000. Je me dis waouh, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Enfin voilà, en voyant un peu de loin l'agitation, puis en plus le côté salle de marché, les salles de marché de broker sont bien plus animées souvent que des salles de marché de pur trading, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser. Donc les brokers sont surtout à l'époque beaucoup au téléphone. Donc voilà, on sent la fourmilière là qui crépite. C'était dingue quoi. Donc bon, l'entretien s'est bien passé, et puis j'ai été pris pour un stage classique d'été, broker à l'ancienne, avec les gérants, typiquement gérants de fonds, qui passent les ordres par téléphone. Ça m'a permis de continuer à me familiariser avec les carnets d'ordres, les ordres en bloc, parce que c'était ça aussi qui était sympa, c'est que sur des petites valeurs comme ça, sur des small caps, il y a beaucoup de gérants qui avaient des grosses positions, donc on trade pas comme un trade lambda sur le marché, hein, par petits bouts. C'était vraiment des trades de bloc, donc des 100 000 actions alors qu'ils s'en traitent 10 dans le marché, et il faut trouver un acheteur de l'autre côté qui est prêt à prendre ces 100 000 actions avec, puis il y a des règles d'écart de prix entre le cours coté et le cours négocié, mais c'est un marché, on va dire, un marché différent, un marché qui est en dehors du marché coté standard, et qui est aussi très intéressant à apprendre. L'année suivante, stage chez BNP, arbitrage, c'était plus côté trésorerie, donc des gros montants, mais un peu plus loin des marchés, mais bon, toujours intéressant, toujours sympa. Ensuite, donc j'ai fini mon master banque et finance, avec un mémoire sur la microstructure des marchés, parce que voilà, j'étais très intéressé par réellement ce qui se passe. J'étais moins portfolio management que côté exécution, mais du fait aussi de ce que j'avais fait par le passé. Donc voilà, on est début des années 2000, enfin non, on est en 99, je commence à chercher du boulot. Après avoir fait 6 mois aux États-Unis de coupure entre les deux, et je trouve pas en trading. Une des raisons, c'est que déjà à l'époque, le trading, c'était beaucoup d'ingénieurs grandes écoles, plus idéalement troisième cycle de finance. Donc voilà, c'était très très compétitif, et j'avais beau être passionné, surmotivé, traité déjà depuis plusieurs années, c'était pas non plus c'était pas non plus très simple de trouver quelque chose. Donc j'ai démarré par quelque chose de complètement différent, qui est de la consolidation bancaire dans une filiale de Pricewaterhouse. Autant vous dire que ça me plaisait pas plus que ça, et que j'ai continué à regarder un peu ce qui se faisait à côté. Et je vois passer une annonce via mon master pour faire du trading obligations convertibles dans une grande banque d'investissement en France. Bon, l'interview un peu surréaliste avec le desk head. Donc là, on est en plein 2000, euphorie totale. Les gars que je vois, ils sont surexcités. Mais qu'est-ce que tu parles de salaire fixe avec les bonus qu'on touche? Le salaire fixe n'a aucune importance, etc. Enfin voilà, c'était le show, quoi. Un peu le show. Ils cherchaient, les obligations convertibles, hein, ça reste quand même très technique, donc ils cherchaient quelqu'un de plus avec un background plus mathématique, ce que je comprends tout à fait. Donc j'ai pas été pris, mais le gars, le desk head, a été très sympa. Il m'a dit écoute, tu m'as plu, je vais continuer à faire passer ton CV, il y a peut-être d'autres opportunités ailleurs dans la salle. Et finalement, c'est sur le desk d'Event Driven, donc j'ai rencontré le desk head. Donc ils faisaient du trading pour compte propre, donc ils travaillaient vraiment pour le compte de la banque, donc à investir l'argent de la banque, comme tout le reste de cette salle de marché d'ailleurs, avec un mandat global, donc c'était beaucoup d'US, Europe et un peu d'Asie. Et donc event driven, surtout merger arbitrage, donc arbitrage, fusion, acquisition,
Donc c'était super. Là, job dont je rêvais depuis des années. Donc la première année, c'était surtout assister les traders, aider sur les analyses et puis exécuter les trades. Donc une fois qu'ils avaient pris la décision d'investissement, voilà, j'avais mes carnets d'ordre et puis vu que les montants étaient importants, j'achetais pour 2, 3, 5, 10 millions d'euros d'une valeur en prenant le temps que ça prenait. Et puis au bout d'un an, forcément, jeune trader, on essaye de montrer ce qu'on vaut. Donc je propose à mon chef, on faisait pas trop de pair trading, enfin pas du tout même. On restait vraiment sur des choses vraiment à fusion-acquisition. Et je dis à mon chef, voilà, moi j'aimerais bien faire un trade Société Générale contre Dexia. J'ai remarqué que le spread s'était écarté à temps, blabla. Bon, je montre un peu de statistiques, je montre un peu d'analyse fondamentale. Je lui dis, voilà, je pense qu'on a un bon timing. Et puis voilà, c'était les belles années, donc il me dit, ok, vas-y, mets 1 million d'euros. Et donc c'était 1 million d'euros long, 1 million d'euros short, parce que les banques, les banques ou les hedge funds essayent d'être le plus market neutral possible. C'est ce qui se passe sur la plupart de ces desks de trading. Donc voilà, évidemment la chance du débutant, j'ai envie de dire. Donc très vite, ça gagne, je sais plus de mémoire, 50 000, 60 000 euros. Mais en une semaine. Et puis c'est vrai que c'est du long short sur le même secteur, quasi même pays, donc avec un risque très limité. Donc voilà, j'étais très content. Et puis voilà, en fait j'étais lancé. C'était ça le début. Ce qu'on oublie souvent, ce qu'on a du mal à réaliser, c'est qu'en fait les traders pros, comme je disais, il y en a très peu qui jouent les mouvements de marché. Ils font pas de directionnel comme on l'appelle. Le but, c'est de profiter des aberrations de marché ou de l'arbitrage au sens large. Donc c'est essayer de voir des choses, des aberrations, les jouer. Mais s'il y a un gros mouvement de marché, si le marché baisse de 10% ou monte de 10%, on est à peu près protégé. D'où le long short sur un Société Générale Dexia par exemple. Donc voilà, la carrière a vraiment débuté en termes de trading. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai géré un book qui variait entre 100 millions et 500 millions d'euros au maximum, avec diverses stratégies. Donc à la base, c'est l'arbitrage sur fusion-acquisition, donc c'est merger arbitrage ou risque arbitrage, qui avec le temps, comme les marges diminuaient, à évoluer sur un peu plus de l'event-driven, et puis à côté essayer de trouver quelques modèles statistiques comme sur du pair trading ou autre, ou sur en fonction des idées du moment. Donc ça, même si la plus grosse partie du boulot était sur de l'analyse fondamentale, avec quelques petits modèles d'analyse statistique qui étaient testés de temps en temps. Et j'ai eu la chance en fait, donc ça a eu lieu à Paris et puis à Londres sur la fin. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans un desk qui à la fin faisait surtout du high frequency trading, du trading haute fréquence, avec beaucoup de gars, gars et filles bien sûr, super talentueux, des top quants. Donc c'était très intéressant de les voir faire, même si moi j'avais pas le niveau statistique on va dire pour maîtriser tous leurs modèles. Ce qui était drôle, ce qui m'a surpris, je pense c'est toujours le cas quand on creuse un peu, c'est de voir le gap entre les connaissances techniques de certains des traders, techniques dans le sens statistique ou code, ou comment faire un modèle qui va faire des calculs en live et envoyer des trades sur le marché non-stop en day trading, et les faibles connaissances économiques en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un trader qui gère un portefeuille long short de 1 milliard en actions et qui a aucune idée ce qu'est un EBITDA par exemple. Donc c'est le Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Donc c'est le profit avant intérêt, taxes, puis amortissement. Et ils ont quelques bases, mais très très des bases on va dire sur tout ce qui est price earnings, ratio, etc. Et à côté de ça, ça va être des monstres sur les marchés avec des volumes dingues en trading haute fréquence. Mais voilà, ils sont super bons sur les modèles, ils sont très bons en programmation, et puis ils arrivent à générer donc énormément de cash. Donc comme je disais, à la fin de ces années-là, on m'a envoyé à Londres en expat. Donc là, les choses étaient un petit peu différentes. On était en 2008. Je partageais un book, donc je partageais un portefeuille avec un collègue. Et donc on prenait nos positions totalement séparément, mais le PNL, donc le PNL c'est le profit and loss, c'est l'argent qu'on fait, était commun.
Bon, 2008, marché très difficile, assez dur de gagner de l'argent. Et puis, bon, petite anecdote qui a précipité mon départ. On était 4 traders côte à côte. Alors bon, vous imaginez voilà, c'est comme à la télé, hein, salle de marché, 8 écrans, ça bouge, énorme salle de marché à Londres d'une grande banque française. On a à peu près des positions similaires parce qu'on fait tous les 4 de l'event driven. Et sur une valeur sur lesquelles on était, je crois, 3 sur les 4 investis. Je vois passer sur Bloomberg parce qu'on peut paramétrer les bon comme partout, hein, les nouvelles sur les titres qu'on détient ou qu'on surveille. Et je vois passer une news voilà, mauvaise. Donc à haute voix, je dis voilà, what the fuck, et puis sur la valeur en question, je leur dis, je me précipite sur ma souris donc pour vendre la position que j'avais à l'époque. Donc c'était 8 millions de mémoire, c'était 8 millions d'euros, hein. Bon, ça se traitait en pounds, c'était une valeur anglaise. Et puis, donc on a accès à tous les marchés, donc j'ai tous mes carnets d'ordre ouverts pour réagir rapidement en cas d'achat ou de vente. Et si je veux pas le faire moi-même, j'ai accès à des brokers ou à des machines de trading, mais quand il faut être vraiment très réactif, il n'y a pas mieux que de faire soi-même. Et puis le temps que voilà que je clique pour essayer de vendre, je vois que la valeur a déjà perdu 5%. Bon, 400 000 euros de paume. Et vu la nouvelle qui était tombée, je voyais que ça allait pas aller plus bas, donc j'ai rien fait. J'ai pris voilà, c'était fait, c'était déjà pricé dans le marché. Mais en regardant ma station de trading, j'ai vu qu'un de mes collègues, un des 4, hein, avait vendu toute sa position 30 secondes plus tôt. Quand ça baissait que de 1%. Donc autant vous dire qu'il a vendu comme un bourrin, parce qu'il avait une position qui était peut-être pas comme la mienne, mais qui était déjà, voilà, qui était déjà pas mal. Et je pense qu'il a bien dû participer à la baisse du titre, parce que c'était une valeur liquide, mais bon, on vend pas 5 ou 10 millions sans que la valeur prenne un plomb. Et bien sûr, il avait rien dit. Je pense bien content que ses collègues se prennent une grosse paume. Donc déjà, ça vous met un peu dans l'ambiance. Mais le coup dur, c'est que ce même gars a été nommé chef du desk un mois plus tard. Donc ça m'a un peu calmé. Et en discutant avec ma femme, on se demandait où on aimerait bien bouger. Et donc finalement, on est parti à Genève. Et moi, je suis devenu manager dans des activités opérationnelles dans une banque privée. Voilà, et depuis un peu moins en direct sur les marchés, mais voilà, ça reste ma passion et je le suis de très près. Bon, c'est pas ma seule passion, hein, je suis aussi passionné de sport, même si c'est pas le sujet de la chaîne, hein. Je fais plusieurs Ironman, ultra trail, etc. Et j'adore pousser un peu mes limites, avec un gros point commun avec le trading, hein, au niveau de l'entraînement, c'est la discipline. Bref, parlons un peu du contenu des futurs épisodes. Donc on peut se demander déjà pourquoi je vais mixer de l'analyse fondamentale avec de l'analyse technique ou du trading algorithmique. Et pourquoi ne pas donner la technique qui marche. Déjà, c'est parce que sur les marchés, il y a des investisseurs qui utilisent toutes ces techniques et qui réussissent. Ou même qui réussissent pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui utilisent toutes ces techniques. Et même si c'est pas les personnes qui gagnent de l'argent, c'est important de comprendre les facteurs en fait qui poussent les gens à traiter sur les marchés. Mais surtout, et c'est un peu contre-intuitif, c'est parce qu'on peut investir avec succès en utilisant des méthodes très différentes. Si je prends James Simons du hedge fund Renaissance par exemple et son fameux fonds médaillon, donc lui il fait purement du trading algorithmique et il a des performances incroyables, probablement les meilleures du monde. Donc je vous laisse regarder hein, pour les performances, je les ai pas sous les yeux. Bon, il a pris sa retraite depuis, mais il a voilà, ses seconds ont pris le relais. Et en gros, hein, les performances depuis les années 90, c'est entre 30 et 100% par an. Mais une fois retiré, 5% de management fees et 40% de performance fees. Ça veut dire que vous pouvez quasiment doubler ces chiffres-là, les chiffres de entre 30 et 100%. Et je crois que sa pire année, enfin, il a fait une seule année négative à moins 4%. Donc voilà pour le côté, on va dire, purement trading algorithmique. Et de l'autre, on a Warren Buffett, je vais pas vous le présenter, deuxième homme le plus riche du monde, et qui fait de l'analyse purement fondamentale.
Donc, on peut gagner de l'argent avec beaucoup de techniques différentes. Ce qu'il faut, c'est trouver une méthode à laquelle on croit. Ça, c'est évident. Pourquoi ? Parce que quand les marchés vont aller contre vous, si vous mettez en doute trop longtemps, il y a un moment effectivement où il faut probablement la remettre en doute, mais si vous remettez en permanence ce que vous faites en question, vous êtes foutu et vous allez vous faire avoir, parce que ce qu'il faut, c'est être discipliné. C'est croire en sa méthode et être discipliné. Si votre truc, c'est d'acheter futur Amazon ou Facebook, parfait, mais il faut pas faire du value investing. C'est-à-dire acheter des actions décotées, sous-valorisées. Ça va aller contre vos croyances les plus profondes, en fait, et vous n'allez pas être satisfait et vous n'allez pas croire en votre portefeuille au final. Si vous investissez avec une méthode qui n'est pas en phase avec ce que vous croyez et avec votre personnalité, ça ne marchera pas. Suivre une tendance, faire du trend following, par exemple, c'est suivre la mode. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste pour dire que voilà, vous allez surfer sur la tendance du moment. Pour certaines personnes, c'est difficile. J'en fais partie, par exemple. Parce qu'à un moment, quand on va regarder les chiffres de valorisation et se dire que le prix est délirant, si on fait du trend following, il va falloir tenir jusqu'au bout du trend, même si on ne croit plus du tout à la réalité j'ai envie de dire fondamentale du prix, quoi. Et bien sûr, on va passer à côté d'Apple et Facebook si on fait du value. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'est de trouver des pépites sous-cotées, une petite entreprise, voilà, qui vend des granulés de bois ou des piscines et qui n'intéresse personne. Donc, on va dire un peu à l'inverse du trend following. Donc, dans l'analyse fondamentale, on va essayer de parler dans les prochains podcasts d'un peu tous les styles, hein, qu'on peut classifier en deux en gros, hein, mais entre value et growth investing. On va aussi parler d'analyse technique. Ça, on va essayer d'en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse technique ? Contrairement à l'analyse fondamentale, qui se base sur les données économiques de l'entreprise, l'analyse technique, elle se base presque entièrement sur les prix. Donc en fait, en gros, hein, même si on ne regarde que le graphique ou que les données de prix, hein, si c'est du screening de data derrière, et puis c'est tout. Alors ça paraît bête, hein, mais philosophiquement, ça change tout par rapport à l'analyse fondamentale. Et ensuite, j'ai envie de dire, il y a une autre méthode, je ne sais pas si on peut appeler ça méthode, mais la gestion passive. Donc la gestion passive, on achète des ETF, donc qui traquent les indices boursiers, et puis voilà, on reste endormi sur ses positions et on n'en sort que si on a besoin de cash. Donc la grande différence entre la gestion active, que ce soit fondamentale ou technique d'ailleurs, et la gestion passive, c'est si on croit en l'efficience des marchés ou non. Donc qu'est-ce que c'est cette efficience des marchés ? En fait, cette théorie d'efficience des marchés, elle dit que toute l'information, à un instant T, est inclue dans le prix. C'est-à-dire que toutes les informations financières, les dernières nouvelles, voilà, ce que vous avez vu à la télé, dans le journal, dans le bilan de l'entreprise, etc., tout est inclus dans le prix. Donc en gros, pas la peine à s'embêter à faire de la recherche. Ton action qui cote $80, elle vaut $80. Et la seule chose qui va faire bouger les prix, ce sont les news qui vont tomber dans le futur et qui elles-mêmes sont non prévisibles. Donc l'idée, c'est que tu as tellement de traders, fonds, analystes présents sur le marché que le prix est entre guillemets parfait et que le titre a autant de chances de monter que de descendre. Si vous êtes partisan de cette théorie, il faut investir sur des ETF qui vont suivre le marché avec des coûts super faibles. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de battre le marché, vu que, quelles que soient les recherches que vous fassiez entre fondamentales ou techniques, ça reste un jeu, ça reste lancer une pièce pour savoir si ça va monter ou baisser. Comme tous les traders, j'ai envie de dire, je ne crois pas à cette théorie. C'est même pas une question de croyance, d'ailleurs, cette théorie est fausse. Déjà, il suffit de regarder les marchés. Quand on voit les mouvements violents qui s'y passent, sans que ce soit expliqué par de vraies nouvelles, on se rend compte qu'il y a un problème à propos de l'efficience. Et ce problème, c'est la psychologie des investisseurs. Parce que cette théorie d'efficience, elle suppose que tous les investisseurs sont rationnels. Mais on est tous bourrés de biais dans nos décisions. Et on prend des décisions irrationnelles. Quand on fait du trading,
On passe par des phases d'euphorie, de stress, d'ennui même quand ça bouge pas, et ça influe sur nos décisions. Je pense d'ailleurs que je vais faire un épisode qui sera dédié à ça, donc à la finance comportementale, mais je vous donne un premier exemple de biais, qu'on va appeler l'aversion à la perte. C'est très simple, c'est qu'on préfère ne pas perdre 10 € que de gagner 10 €. Bon, vous avez rien compris, je m'explique. Admettons que vous pouvez jouer à un jeu où vous avez 50% de chance de gagner 10 €. Admettons que vous pouvez jouer à un jeu où vous avez 50% de chance de gagner 10 € et 50% de chance de perdre 9 €. Est-ce que vous allez jouer ? La réponse pour la plupart des gens est non. Hormis en trading, et surtout en trading statistique, où c'est considéré comme un modèle gagnant, mais humainement, l'humain n'aura pas envie de jouer. Parce que la psychologie humaine fait qu'on a tendance à jouer quand le gain va être par exemple à 20 €, voire même à 25 €, okay, pour 9 € de perte. Et pour vous montrer ça un peu dans l'autre sens, c'est le loto. On sait tous que le loto est statistiquement perdant. Donc si on calcule en fait un expected return, donc en faisant la probabilité fois le gain et la probabilité fois la perte, on sait tous qu'on perd de l'argent en loto. Mais comme la perte est toute petite, donc c'est le prix du ticket, mais le gain est important parce qu'on nous fait rêver avec des millions, les joueurs ne regardent même plus la probabilité et ne calculent même pas d'expected return. Et ça c'est vrai pour tous les jeux d'argent. Alors quel est l'impact en bourse ? L'impact c'est que si vous achetez une action à 10 € et qu'elle monte à 15, vous allez avoir tendance à la vendre pour loquer votre profit. Mais si elle baisse à 5 €, vous allez avoir au contraire tendance à la garder pour éviter de prendre votre perte parce que c'est trop douloureux. Et des biais de ce genre, il y en a plein. Et ce qui est marrant, c'est que c'est comme si la psychologie humaine sur les marchés faisait tout pour vous faire perdre de l'argent. Et pourquoi je vous parle de tout ça, de l'efficience des marchés, donc je vous ai déjà dit que j'y croyais pas, déjà c'est pour vous dire qu'on peut battre les marchés. En tout cas, beaucoup de professionnels le font. Après, je ne suis pas contre la gestion passive. Si vous voulez pas vous embêter à gérer votre argent, ou si vous ne comprenez rien, ou si vous n'avez pas le temps, une stratégie buy and hold avec les ETF, c'est très bien. Surtout s'ils ont des frais très très bas et qui répliquent bien leur indice de référence. Bon, on discutera de tout ça un peu plus tard dans un épisode dédié, mais ce qu'il faudrait retenir de l'épisode d'aujourd'hui, et comment l'appliquer, c'est que déjà, il faut se poser la question du temps qu'on peut passer à gérer son argent, de l'intérêt qu'on a, je veux dire quel type de trading nous intéresse le plus. Il y a des gens qui vont adorer éplucher les résultats d'une PME avec de très bonnes connaissances d'analyse financière, ou alors ça peut être un skill que vous voulez développer. Et il y en a d'autres qui vont aimer faire des allers-retours intraday purement basés sur les chandeliers japonais par exemple. Alors il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres, mais ce que je veux dire c'est que c'est très important d'avoir quelque chose qui matche votre personnalité et vos souhaits. Ensuite c'est la philosophie sous-jacente. À quoi vous croyez, par exemple ? Est-ce que c'est plutôt au trend, donc au fait que au trend momentum, qu'une tendance passée va se poursuivre, ou est-ce qu'on appelle mean reversion, c'est-à-dire le retour à la moyenne, quand les valeurs qui ont beaucoup monté vont avoir tendance à revenir. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, ça va déjà beaucoup déblayer le terrain. Par exemple, quelqu'un qui a peu de temps, peut-être 30 minutes par mois, qui veut faire de l'analyse fondamentale, à long terme, il va peut-être se faire un petit système de value investing où il va avoir une spreadsheet Excel avec les données économiques des sociétés et puis il va gérer son portefeuille en fonction de ça. À l'inverse, si c'est plutôt l'analyse technique qui vous plaît et que vous voulez jouer du retour à la moyenne, vous pouvez appliquer un modèle du type Bollinger Bands où le cours de bourse va être encadré par des hauts et des bas et vous allez acheter et vendre en fonction de ces indicateurs techniques. Enfin bon, ce serait trop long de parler de tout ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais voilà en gros ma présentation déjà, un peu pourquoi est-ce qu'on va étudier les grands traders et les grands investisseurs dans les prochains épisodes. Le prochain épisode, ce sera sur Benjamin Graham, donc le mentor de Warren Buffett, et sur le value investing. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir tenu aussi longtemps. Ce serait super si vous pouviez me mettre 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui écoutent ça sur un
un podcast, un peu fatigué là, ou un like sur YouTube pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, si c'est bien, si c'est pas bien, ce que je peux améliorer. Et puis ce qui me plairait beaucoup aussi, si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas aussi, ça m'intéresse énormément. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À la prochaine fois, ciao.